Oh, sing so welcome gang mania. Gama mo fu buma bo paro. Eh ta tu kama Marcel Yoake. Oh 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 kaka oh kwa waka joro. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo sur JMTV+. Il y a quelques années, un ami qui m'était cher, chanteur anarchiste français, Jean Ferrat, paix à son âme, disparu de voici bientôt 8 ans, fustigeait l'attitude de Jean d'Ormesson, dont la chronique faisait en quelque sorte l'apologie du crime à Saigon. Je pense que Saigon c'est au Vietnam. Et cette année, Jean Ferrat lui disait: Monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flirtait sur Saigon. Au même moment, il se passait des événements de la même nature en Afrique, en Algérie, au Cameroun. Beaucoup d'hommes tombaient sous les balles du colonisateur. Vous connaissez certainement Ernest Ouandji, qui est passé au peloton de tir en 1971 ou 72, si j'ai bonne mémoire. Vous connaissez Roland Félix Moumi, empoisonné à Genève par les services de secret français et suisses. Vous connaissez le plus illustre d'entre eux, Ruben Oumniobé, et vous vous souvenez pour certains de son discours en 1948 à l'ONU. Mais il y a un dont on ne vous parle pas assez. Lui était représentant de l'UPC à Bafoussam, Fossi Jacob. Beaucoup de livres ont été écrits, il a été évoqué dans certains, mais sa propre fille vient sur le plateau de JMTV+ aujourd'hui pour apporter d'autres éléments de correction à certaines personnes. Bonjour Madame Mika. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va bien. Très très bien. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ah d'accord. Et le bœuf bourguignon? Il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Bon ben allez-y hein. Allez-y à fond hein. C'est ce que je fais. Ne vous gênez pas. Juste à côté de Madame Mika, mon ami, mon frère, mon père, Bernard Bagarre. Bonjour Bernard. Bonjour mon fils. Comment ça va? Ah, quand on mange un bœuf bourguignon avec Jackie, et puis je découvre mon Angélique. Vous comprendrez pourquoi Angélique dans quelques minutes. Je profite dans cette émission pour saluer deux personnes qui sont chères à Bernard et à moi aussi, Martin et Benji. Félicitations, vous comprenez le pourquoi et je serai très heureux de vous revoir bientôt. Je vais aussi, avant d'entrer en plein pied dans cette émission, dire ma solidarité aux deux journalistes de Radio-Télévision Nazareth qui ont été agressés à Libreville ces jours-ci. Deux journalistes de la RTN, Radio-Télévision Nazareth, une chaîne partenaire qui reprend mes émissions, ont été sauvagement agressés ces jours-ci. On ne sait pas par qui, mais cette chaîne est réputée chaîne de l'opposition. Suivez mon regard. Donc vous avez tout mon soutien et je trouve cette attitude lâche de s'en prendre aux journalistes qui ne font que leur boulot. Alors Madame Mika, les chutes, les profondes chutes d'une blessure, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais il était temps que vous veniez nous en dire un peu plus. Les profondes blessures d'une chute. Les profondes blessures d'une chute, autant pour moi. Pourquoi ce titre-là? Le titre, parce que c'est tellement profond, ces blessures. Et les blessures, parce que seule la chute ne peut pas dire quelles sont ces blessures. Elle ne peut pas parler, mais elle ne pourra pas non plus nous dire combien de corps ont été précipités dans cette chute. Les corps des nationalistes. Les corps des nationalistes de quel pays? Du Cameroun. Du Cameroun. Oui. Donc, vous dites, je vais vous reprendre, et Bernard, sous votre contrôle, vous dites que des nationalistes camerounais ont été précipités dans les chutes que nous voyons là. Par les colons français. Par les colons français. Oui. Comment elles s'appellent ces chutes-là? C'est la chute de la Métier. La chute de la Métier, située où? À Bafoussam, sur la route Bafoussam-Bunda, à l'ouest du Cameroun. Bafoussam, c'est la troisième ville du Cameroun qui est donc située à l'ouest. Pouvez-vous nous raconter comme ça l'histoire, cette histoire de chute? Qu'est-ce qui s'y passait concrètement? On précipitait les gens
dans les chutes. Pour la chute de l'Amérique, c'est les mains et les pieds qui étaient attachés avant qu'on jette les gens dans les chutes. C'était les colons français. L'armée, la gendarmerie, oui. Qui emmenaient les gens qui n'avaient pas même été condamnés ou simplement soupçonnés. On disait qu'ils faisaient les rafles. Les rafles. Donc oui. on ramassait les gens dans la journée. Je parle pour arriver à la chute d'Amérique. Donc on rassemblait les gens dans la journée. Mais lorsque vous dites les gens, Madame Meka, vous comprenez les nationalistes. Il vaut mieux prononcer le mot. Non, c'est les nationalistes, puisque c'était les gens qui étaient contre la dépendance à la colonisation. Qui étaient contre la colonisation française au Cameroun. Oui, donc c'est quelle époque? C'est avant... C'était dans les années 50, au début des années 50. Voilà. Puisque même ce qui s'est passé en 55 à Douala, c'était les Français qui étaient en dessous. C'est la suite. C'est la suite. Donc, on raflait le nationaliste. On raflait le nationaliste dans la journée. Et les soirs, on allait compléter par les prisonniers qui étaient, en l'occurrence, à Tchang, là où mon papa avait été. Tchang est une autre ville de l'ouest du Cameroun. Tchang est une ville de l'ouest du Cameroun. Donc, on allait compléter. Et c'est avéré que, au fur et à mesure que ça a perduré, mon père s'est demandé, mais pourquoi on vient prendre les gens que les... Madame Meka, vous allez très vite. On va aller pas à pas. D'accord. Racontez-nous succinctement l'histoire. Laissez votre père, on arrivera là-dessus. Nous voulons comprendre ce qui se passait dans ces chutes-là. Vous nous dites, on faisait des rafles, on prenait des nationalistes, oui. Donc ceux qui étaient contre la colonisation, oui. Oui. Et sans les juger, on les précipitait dans ces chutes-là. Et la famille perdait toute trace comme ça. Les familles perdaient toute trace, oui. Puisque avant d'arriver au chute, parce qu'on venait prendre les gens brutalement chez eux. Ce n'est pas forcément les prisonniers qu'on allait prendre, non, même les gens dans leur famille. Parce que quand on voit même les cas des femmes qui vont aller au point de trahir leur conjoint, parce qu'on leur met le fusil sur la table. Elle était obligée de dire en haut, en montant du bout de doigt, qu'on ne sache pas, pour qu'il aille au grenier le chercher. Donc il avait une barbarie qui n'avait pas de nom à l'époque. Mais la question qui me vient, c'est est-ce que ces exactions, assassinats, étaient suite à d'autres exactions violentes, ou est-ce qu'ils n'étaient simplement que des résistants, ou est-ce qu'ils étaient, guillemets, terroristes pour l'État français? C'était pas des terroristes, puisque les terroristes, c'était les colons. Voilà, donc l'idée, c'est qu'eux n'étaient pas violents, et on les tuait... Ils n'avaient pas d'armes. Voilà, on les tuait pas pour une violence, non, comme on pouvait... Non. Quand on voit la guerre d'Algérie, chacun renvoie ses violences. Là, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence, puisque le peuple camerounais était surpris par ces revirements de situation. Et quand on a voulu imposer au Cameroun la loi, les règles de la France, les gens se sont opposés. Donc les gens sont soulevés pour dire non, nous ne voulons pas de ces lois-là, oui. Nous voulons être indépendants. Nous voulons être indépendants. Et ce à quoi l'armée française, ou bien la France, a répondu par une répression. Voilà, de force, que François Hollande a d'ailleurs reconnu tout récemment au palais d'Etoudi, le palais présidentiel camerounais, il y a 3 ans. Il a reconnu qu'il y a eu ces exactions-là en territoire Bamileke et Bassa. Ça, c'est une nouveauté, parce que ça a mis longtemps pour la France de reconnaître même. Il y a eu une interview de Mesmer, je crois, assez célèbre, qui dit que non, il y avait des révoltes, il fallait bien assurer. Oui. Alors, comme ça, parmi ces personnes qu'on a raflées, un jour, ce fut le tour de votre papa. Non, on n'a pas raflé mon père. On raflait les gens, on venait dans les prisons, sortis de prisonniers pour compléter les camions destinés à la mort. Ouais. Et mon père était déjà en prison. On l'avait arrêté. On l'avait déjà arrêté. Ça fait partie du rafle, quand on arrête quelqu'un de manière arbitraire. Mais il était arrêté parce qu'il était érudit, parce qu'il était... Il était arrêté parce qu'on avait interdit les réunions des UPCistes, union de population camerounaise. Voilà, parti de politique interdit par la France. Par la France. Donc on avait interdit. Mon père, sachant les objectifs de l'UPC,
Et il n'était pas question pour lui qu'on interdise. Donc, en sourdine, il continuait les réunions. Et c'est comme ça qu'un jour, il devait faire une réunion et on est venu le prendre. Passant, il avait les indices qui ont dû dénoncer, qu'on a su que les réunions devaient avoir lieu chez mon père. Et c'est comme ça, un matin de juin 56, on est venu le prendre devant les femmes et les pleurs. C'est la dernière fois que vous avez vu votre papa? C'est la dernière fois que je l'ai vu. Lorsque vous dites on a envie, on a besoin d'avoir des précisions. Ça ne signifie rien. Qui est les Français. Les Français. La gendarmerie. La gendarmerie. Ils vont me dire, madame. Non, c'est la gendarmerie française, puisque de toute façon, que ce fût de noirs ou de blancs, c'est la France qui commandait. Oui. D'accord. Mais donc il pouvait y avoir des noirs qui étaient supplétifs de la gendarmerie. Tout à fait, sauf que certains noirs, c'était le Cameroun quand même, est entouré de beaucoup d'autres pays. Les Tchadiens. Oui. Certains noirs venaient du Tchad, effectivement. Tchadiens, Sénégal, Centrafrique ou autres, on faisait venir pour faire le sale boulot. Le système, si vous permettez, madame, le système, d'après les recherches que j'ai menées, voulait que pour éviter tout élan de cœur, qu'on aille prendre des non-nationaux pour agir dans ces pays où il y avait une désobéissance civile. En fait. C'est une des tristesses des tirailleurs sénégalais qu'on a utilisé parfois pour pacifier les populations. Donc, votre père est arrêté par l'armée dirigée par la France, un matin de mai 56. De juin 56. Juin 56, vous dites. Et on ne vous dit pas où on l'amène? Non. Plus un de mes grands frères, paniquant, qui voit un de ses camarades de classe qui vient avec lui. Ils vont au commissariat dénoncer qu'on a arrêté leur père. Mais malheureusement pour eux, puisque le commissaire leur a demandé, et leur a dit, c'était trop tard. Qu'on ne savait pas pour quelle destination il était parti, puisque ça pouvait être à Tchad, ça pouvait être ailleurs, mais où on ne peut pas savoir. Seule la famille ne savait pas où on l'avait amené, mais les colons savaient où on l'amenait. Bien sûr, puisque c'est eux qui menaient les opérations. Mais est-ce qu'il était révolutionnaire, votre père? Il criait dans les rues? Non, il ne criait pas dans les rues, mais il expliquait il expliquait aux autres la politique, la politique coloniale. La politique coloniale. C'était un militant. C'est un grand militant. Il était président Il était représentant de l'UPC à Bafoussam. Oui. Et l'UPC était camerounaise de tout le territoire. De tout le territoire. Il y avait une unité, puisqu'on parle des divisions actuelles. Il y avait une unité. Il y avait une unité, et cette unité a été cassée en 1955, par la France qui voulait absolument imposer sa doctrine. Donc on ne pouvait rien faire, et c'est comme ça qu'on a discrédité l'UPC, alors qu'en fait c'était les nationalistes vrais pour le pays qui voulaient l'indépendance du pays et non autre chose. D'accord. Alors votre papa est emmené, on ne sait pas où on l'amène, et comment vous arrivez à savoir que votre papa a été tué? Savoir que notre papa a été tué, c'était de manière fortuite. Comment? Et on savait qu'il était toujours en prison. On pensait qu'il était toujours vivant. Sauf qu'un jour, ma mère venant de champ rencontre un monsieur qui était aussi en prison avec mon père, qui demande les nouvelles de notre père à ce monsieur, qui lui dit, va mettre le bleu et mets les enfants en noir. Donc, parce que les tenues bleues, c'était tenue de veuvage et le noir, c'était pour dire qu'on était en deuil. Et voilà comment ma mère revient à la maison en pleurs, sans comprendre pourquoi elle pleurait. Je pleure aussi. Mais le monsieur ne savait pas qu'elle ne savait pas. Il ne savait pas qu'il ne savait pas. Parce que quand certaines femmes de mon père sont parties en prison, on lui a dit qu'il avait été transféré dans une autre prison. Oui, votre papa, pour la compréhension d'Européens, avait plusieurs femmes, ce qui était la coutume. Il avait 17 femmes. Qui était la coutume, et tout le monde s'en arrangeait, c'était comme ça. C'est comme ça, c'était comme ça la coutume à l'époque, Donc il a disparu, et on apprend sa mort par hasard. Par hasard. Et même pour savoir où il était, c'était aussi par hasard. Parce que de la prison de Tchang, parce que mon père était écrivain public, donc il savait écrire, il savait lire. C'était un lettré. Oui. Donc, de la prison de Tchang, parce que quand il allait en prison, 2 femmes étaient enceintes. Et
Et c'est comme ça, de la prison de Tchang, il écrit à l'école d'un de nos frères pour dire si c'est une fille, donnez-lui tel nom, si c'est un garçon, donnez-lui tel autre. Voilà comment on a su, parce que la lettre venue de Tchang, qu'il était à la prison de Tchang. Pour les téléspectateurs occidentaux qui pourraient ne pas comprendre ce que vous dites, madame, il faut savoir que dans les traditions bamileke, l'enfant ne porte pas forcément directement le nom de son papa. Non. Voilà. Voilà pourquoi Monsieur Jacob Fossi de sa prison écrit à ses épouses pour leur demander de donner tel nom ou tel autre aux enfants qui allaient naître. C'est bien cela. C'est bien ça. Bien. Et ces enfants-là, comment les a-t-on appelés? Djumbissi et Sikanoa. Écoute ce que Dieu dit, oui. Et si Dieu propose, ça se réalisera. Voilà les deux noms. Voilà dans les deux noms qu'il a donnés à ces deux enfants. Alors, qui sont nés en mars 57 et avril 57. il ne se faisait pas d'illusions, il allait mourir. Je crois qu'il savait qu'il allait mourir. Il n'a aucune chance. Lorsqu'on arrête votre papa, vous avez quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. Est-ce qu'à 2 ans et demi, on peut avoir des souvenirs d'un tel événement? Non. Non. Ce que vous savez de votre Ce que papa, je sais de mon comment père, vous faites? c'est que le seul contact que j'ai eu de mon père, c'est ce jour où il m'appelle en venant avant qu'on l'arrête. Je partais le chercher, je sors de la chambre de ma mère pour aller le rencontrer et je colle mon enfant sur la machine à moudre qui était à la maison. Oui. Il m'avait prise dans ses bras pour me consoler. C'est le seul contact que j'ai de mon père. Le reste, je ne sais pas. Donc, ce que vous savez de votre papa, c'est ce qu'on vous a raconté au fur et à mesure. C'est comme vos frères. C'est ce qu'on m'a raconté. J'ai connu votre frère, M. Abraham Singoko Fossi. C'est lui qui vous a... Ce ne sont pas des choses qu'on racontait. On ne nous disait pas. Donc, c'est par curiosité que j'ai cherché à connaître certaines choses et que j'ai connues. Parce que entre mon frère, on n'a jamais parlé de notre papa. Encore moins avec notre père. Pourquoi? C'était trop douloureux? Ma mère avait toujours peur qu'en parlant de cette histoire, on pouvait aussi nous tuer. Sous le colon et après? Même après, parce que c'est une peur qui est toujours permanente aujourd'hui dans certaines familles. Nous n'allons pas mentir aux téléspectateurs, cher Bernard. Donc, lorsqu'on entend Jackie Moifo, je suis certes français parce que la loi de la nature, la loi des choses a voulu que ce soit ainsi, mais je suis natif bamileke, donc je connais un peu cette histoire-là. Plus qu'un peu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en 2017, plus précisément le 11 octobre 2017, les bamileke ont encore peur de s'exprimer plus d'un demi-siècle après. Sur leur histoire. Sur leur histoire. Donc des gens comme Madame Meka, ou dans une petite mesure des gens comme moi, nous sortons vraiment... C'est spécial. Mais je dirais c'est assez courant de gens qui ont vécu des oppressions, mais un jour ils peuvent parler, ils ne parlent pas parce que c'est trop douloureux. Mais là, c'est la peur encore aujourd'hui. La peur est encore là aujourd'hui. La peur de représailles. Des représailles. On a toujours peur de représailles. Mais ça, c'est terrible. Oui. C'est terrible. Pour faire un deuil, c'est terrible. Voilà, un chanteur camerounais bamileke que je ne citerai pas me disait encore il y a 2-3 ans que tant que les bamileke n'auront pas fait leur deuil de cette histoire-là, ils auront toujours du mal à émerger sur le plan politique. Mais c'est évident. C'est évident. Ça fait partie des fondamentaux de l'humanité. Tu te reconstruis sur quelque chose qui est solide. Si tu es dans le flou et la peur, tu ne vas pas évoluer. C'est donc cette histoire que vous racontez dans ce livre, Les profondes blessures d'une chute, paru il y a 2 mois seulement. Bientôt. Bientôt 2 mois aux éditions. Édith Afrique. Édith Afrique. Oui. Édith Afrique, c'est à Bafoussam, ça. C'est à Bafoussam, oui. En parcourant ce livre, Bernard, vous vous êtes rendu compte que ce traumatisme juvénal, on pourrait dire, a poursuivi Madame Meka toute sa vie. Hein? Sa vieille sentimentale, plus tard. Elle est marquée dans sa chair du premier jusqu'au dernier jour par cette histoire du papa qui n'est plus là. On est toujours triste de perdre son papa, moi j'ai la chance de toujours l'avoir, mais quand on apprend que c'est un héros oublié ou nié ou camouflé, à un moment il y a quelqu'un dans cette famille ou la génération d'après qui va sortir en disant ce n'est pas possible. Cet homme est mort d'une manière pour moi héroïque. On peut dire c'est un héros. Pour sauver la vie des autres. Parce que
ce qu'on n'a pas dit, mais qui m'a beaucoup marqué, pourquoi cet homme héroïque déjà? Il est lettré, il aurait pu jouer le jeu du colon et avoir une belle carrière, comme certains l'ont eu. Oui. Il préfère rester fidèle à ses valeurs qu'il a enseignées à ses enfants, la preuve. Et il en a une qui est toujours là. Tout le monde n'a pas réussi, mais il y a au moins, parmi les semences qu'il a plantées, il y en a qui ont bien. Et quand il sait qu'il va mourir et qu'on l'emmène à la chute, et ça c'est la chute de l'histoire, pardon, c'est qu'il décide de prétendre dévoiler ses complices pour qu'on le détache, et là il prend le gendarme Et tous partent. et il saute avec lui dans la... Le gendarme français André Houtard. Oui. Et ça, c'est un acte héroïque parce que je ne suis pas celui qu'on emmène à l'abattoir sans réagir, mais en plus, ce que l'on sait par vos recherches, c'est que ça a arrêté. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. À partir de là, C'est- on a compris ce qui se passait. Lui, Ça, tout il à fait fait. un acte héroïque, mais est-ce qu'il comprend même que le peu qu'il va faire, qui est énorme, va modifier énormément? Les Alors ça, comportements. c'est... Ça a modifié énormément, mais plus parce qu'on avait peur qu'il y ait un autre blanc qui meurt que parce qu'on avait peur pour le... Oui, mais ça, on est d'accord. Mais Oui. enfin, ça a arrêté les... Ça a arrêté les tueries, on a arrêté les tueries. Les tueries dans les chutes, et c'était la facilité pour le colon, c'est en jetant les gens dans les chutes, il n'y avait pas de tombe, il n'y avait pas de Il n'y avait lieu pas de de corps, il n'y avait mémoire, pas de preuves. il n'y avait pas de traces, et on ne pouvait pas retrouver le corps et le déterrer, montrer, non, il a non, été... non. Vous savez, mais aujourd'hui, on déterre même des corps de la guerre pour dire, regardez, là, il a eu un coup, c'est donc il a eu... Donc là, tout a disparu. Oh, tout a disparu. Votre père, sans votre mémoire, sans votre histoire, sans votre livre, est mort et même pas enterré. Non, Du tout. du tout. Non, bah habituellement on dit est mort et enterré dans les Non, chansons, là non. c'est mort et pas enterré. Ce qui Non. est une C'est qu'il y a souffrance. toujours C'est une souffrance. Énorme. Mais Non. ça vous a... Ça m'a hanté. Son côté résistant, il vous l'a transmis. Peut-être. Ça, je le sens dans le livre. En tant que lecteur, j'ai senti ça. Peut-être. Vous êtes une battante, il n'y a rien qui vous arrêterait par rapport à la mémoire de votre père. Ah non, ça par rapport à la mémoire de mon père, non. Vous êtes allé, vous me racontiez, dans les archives, vous êtes allé taper à toutes les portes. À toutes les portes. Mais pour avoir un malheureusement, qui ne sont papier, pas- un papier vous rend heureuse. Pour avoir un papier, mais que je n'ai pas eu au moment où il fallait avoir. Oui, mais bon. Mais j'ai quand même eu, il vaut mieux tard que jamais. C'était quoi ce papier-là? Le papier, c'était le papier le premier envoi de drapeau Premier envoi du drapeau. camerounais au Cameroun. C'était en 57. Comment cela s'est passé? Ça s'est passé que après que mon père soit parti avec le blanc, avec le colon, il y a eu la levée pour la première fois du drapeau Cameroun là-bas, parce que mon père, s'il n'avait pas eu à chanter l'hymne du Cameroun au lieu de chanter la Marseillaise, il ne serait peut-être pas mort ce jour-là. Il faut dire, le jour où on arrête votre père, on lui demande de chanter la Marseillaise. Pas qu'on lui demande. C'était interdit de chanter autre chose que la Marseillaise. Voilà, il ne fallait pas chanter l'hymne du Cameroun. Cameroun. Et il qui fallait était pas un parler hymne- du drapeau qui du était un Cameroun. hymne résistant. Tout à fait. Qui est le même aujourd'hui encore. Hein? Oui, modifié autrement. Un peu édulcoré. Oui. Bon. Donc, comme ce jour-là, il a osé chanter l'hymne du Cameroun au lieu de chanter la Marseillaise. Ah, c'était l'affront à ne pas faire. Et c'est comme ça qu'on a pris ce jour-là, parce que normalement, il devait être relâché. C'est comme ça qu'on le prend ce jour-là, du 9 mai 1957, On décide que c'est la fin pour lui, Voilà. parce qu'il a défié le blanc. l'administration coloniale. Tout à fait. On va pas dire le blanc tout le temps. L'administration on a un blanc à coloniale, côté on a de un nous, blanc à mais il côté, n'a non. rien à voir avec ces blancs-là. hein. Sinon, il ne serait pas mon frère. Non. Non, c'est historiquement, de même qu'il y a des exactions aujourd'hui, on n'est jamais contact que de ses propres actes, mais en tant que blanc, en tant que français, je ne peux pas nier l'histoire réelle de ce qu'on a fait au nom de la France et qu'on nous a caché à nous. Tout à fait. Parce que moi, je suis érudit dans le sens où j'ai quand même vécu et vu mon âge et mon expérience, mais je découvre
ne serait-ce que le laisser-passer des Bamileke. Oui. Oui, les C'est-à-dire Bamileke vivaient dans un pays. Vous êtes dans un pays, mais on vous demande un laisser-passer. Oui, oui. C'est-à-dire, on va prendre un exemple qui va toucher des gens. Vous êtes corse et on vous demande un laisser-passer pour venir à Marseille. au continent. Voilà. Et à chaque fois que Ou vous bien, voulez, vous êtes québécois, mais pour aller dans le reste du Canada, vous avez besoin d'un il faut aller voir une administration Voilà ce que les Bamileke qui ont va, vécu jusqu'en 1972. 112, oui. qui va mégoter ou voire demander des bacs chiches pour mettre Ouais. le tampon qui Ouais. permet ce que vous alliez voir votre Vous avez maman. un exemple de Et laisser-passer non là. seulement ça passait dans le laisser-passer aussi. oui. Donnez-le-moi que je Non, le mais montre c'est- aux téléspectateurs. Quand on entend ça aujourd'hui, on est en 2017, ça nous semble que Tu dois l'avoir. au Moyen-Âge, oui, au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, Oui, je l'ai ici. mais Parce que dans le laisser-passer, c'est même spécifié Voilà donc que... le laisser-passer que chaque Bamileke devait posséder pour chaque déplacement, chaque déplacement à l'intérieur du Cameroun. Donc il fallait se laisser passer qui était une forme de visa. mais les Bamileke, vous êtes des emmerdeurs, vous êtes des révolutionnaires, vous sais êtes pas. des irrédentistes. Et Il faut dire que si je dois répondre à cette question-là, Bernard, et merci, parce que moi je passe ma vie à poser des questions, mais on m'en pose jamais. Il faut dire que dans ces années 50, le général de Gaulle envoie le colonel Lamberton au Cameroun oui. faire une audite avant les pseudo-indépendances. Et le colonel Lamberton revient et fait un rapport dans lequel figurent ces quelques mots. Je ne vais pas les dire exactement comme lui, mais c'est en quelque sorte ce qu'il a dit. Le Cameroun avance vers l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure que constitue le peuple Bamileke. Bamileke. Un peuple singulier, différent des autres peuples de la sous-région. Ce peuple connaît la valeur de l'argent et est une entrave à l'économie coloniale. Grosso modo, c'est ce Donc qui une est bonne dit. analyse. Une bonne analyse, mais Mais constitue qu'il une est jeune, entrave. qu'il est jeune. Non, non, mais Et c'est comme ça, il paraît que c'est comme ça qu'on décida depuis l'Élysée de diminuer le nombre de ces personnes qui pourraient être une entrave à l'économie coloniale. Vous Alors, comprenez? historiquement, c'est toujours compliqué. On voit ça pour la traite, on voit ça pour la Shoah. Vous estimez à combien de milliers de morts Bamileke sur cette période? Et combien de morts il y a eu? Je vais présenter ce livre aux téléspectateurs. La mort était leur mission, écrit par Constantin Melnick. Vous avez la photo là aussi. Constantin Melnick, à cette époque-là, est spécialiste, Constantin Melnick, spécialiste renommé du renseignement. Constantin Melnick a publié de nombreux livres sur l'espionnage et tout. Bon, c'était quelqu'un qui était vraiment dans le Gotha des dirigeants français à l'époque. Et dans ce livre qui parle de la guerre en Algérie et au Cameroun, les seules deux nations africaines qui sont vraiment battues pour avoir leur indépendance, il explique à partir de la page 173 combien l'armée française qui venait de perdre la guerre d'Indochine avait été rapatriée en Afrique, une partie en Algérie, une autre au Cameroun pour faire le sale boulot. Et c'est avec le napalm, arme de destruction massive qu'on accusa Saddam Hussein à tort de posséder. C'est avec du napalm que l'armée française effaçait de la carte du monde des villages entiers. Bamileke. C'est pas moi qui le dis, c'est Constantin Melnick qui à l'époque était dans l'appareil. C'est la vérité. C'est la vérité. Et il y a eu donc on peut même pas compter puisque le napalm effaçait tout. Tout. Donc on peut pas, il estime qu'on effaçait environ 400 000 Bamileke par an, c'est écrit là-dedans. Il y a combien de Bamileke aujourd'hui quand on qualifie de Bamileke, c'est un peuple de combien de personnes? Nous ne saurons le dire car les recensements sont aléatoires. Bon, une estimation, allez. Je ne peux même pas estimer. Donc les morts par centaines de milliers. Par centaines de milliers, selon Constantin Melnick. Morts par les exactions de l'armée coloniale. Tout Bien à fait. sûr, Je viens de porter le napalm. Non, mais le napalm, pour moi, détruisait les feuilles et la végétation et brûlait les gens. Mais c'est ce qu'on faisait. Je vais vous dire qu'à Douala, on réunissait des Bamileke dans un enclos et on y mettait du feu. Les marchés de Douala et tout ça. Alors tout ça, ce sont des choses ignorées du peuple français dont je fais partie. Bien sûr. Ignorées. Même par la jeunesse camerounaise. Quand on me parle de ça, moi je suis pas dans la négation, j'ai trop appris sur l'esclavage, sur la Shoah, que quand on me parle de choses, c'est extraordinairement pénible à entendre parce que c'est au nom de la France, pays des droits de l'homme. Oui. Mais on se demande, pour essayer d'avoir une explication politique,
c'est qu'est-ce qu'avaient fait les Bamileke pour mériter ça. Mais je viens de vous donner le rapport de Berton qui justifie. Voilà, je suis abasourdi aujourd'hui parce que on a tenté d'exterminer un peuple qui n'était pas violent. Parce qu'il est débrouillard. Et qui croyait à la démocratie qui était vantée par la Constitution française. Qui était débrouillard. Oui. Voilà. Alors, est-ce que, question pour des Bamileke, est-ce que cette affaire est bien ressentie et bien connue de l'ensemble du Cameroun aujourd'hui? C'est une question difficile, mais... Faut-il que le journaliste réponde ou que Mme Eka réponde? Est-ce que vous sentez qu'au Cameroun, on a pris conscience de ce qu'on a fait aux Bamileke sous la colonisation? Après qu'on ne veuille pas... Je ne pense pas tellement, parce que si on avait pris conscience, ça continuerait pas. Est-ce qu'il y a des émissions de télévision? Je vais lui emboîter le pas. Aujourd'hui, oui, depuis 5 ans environ, on voit quelques émissions de télé parler de cette affaire-là. Mais bon, la télévision nationale, je ne pense pas qu'elle en ait parlé un jour. Je n'ai pas souvenir. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, des tortionnaires utilisés par la France comme Pierre Semengue, qui a terminé général, sont encore indépendants, sont encore libres au Cameroun, marchent et se vantent d'avoir exterminé du Bamileke. Donc c'est une histoire qui ne peut pas être enterrée. L'histoire ne peut pas ni être jetée dans la cascade. Du tout. Tant qu'on n'en parle pas, non. Voilà. Et donc la force de votre livre, pour revenir au livre, c'est que il y a cette affaire du père qui est un héros national, nié, oui. Et puis votre parcours personnel qui est un parcours d'une femme africaine, qui traîne des blessures. Qui traîne des blessures. Et moi, ce qui m'a marqué, parce que je l'ai vécu, qui comprend que c'est pas parce qu'on est noir et qu'on est frère ou du même village qu'on est un ami qui va vous sortir du trou. Non. Du tout. Et ça, c'est compliqué à accepter, mais c'est une de mes valeurs que je fais partager. Il y a des odieux personnages partout et toujours. Des gens de sa famille, des gens adorables qui vont vous soutenir, d'autres qui vont vous enfoncer, et puis des gens qu'on ne connaît pas, qui, quelle que soit la couleur de leur peau, qui sont là pour être humains, ce qu'on attend de ses frères et de son village. Et ça, c'est votre parcours. Moi, ça m'a ému. Elle m'a ému parce que vous êtes extraordinaire de pouvoir avoir écrit ça. Parce que sortir ça par écrit, c'est compliqué. Hein. Il fallait qu'il le sorte. J'ai envie de vous demander quelque chose, Mme Eka. Je reprends la main un peu, Bernard, si vous permettez. Ce papa que vous n'avez pas eu, son absence vous a marqué au point où vos relations amoureuses ont été très tumultueuses. Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui. Disons que à chaque fois, parlant de mes relations amoureuses, chaque fois quand quelqu'un se présentait devant moi, je vois que la bonté. Mais il faut dire que du fait que j'ai eu mes enfants qui n'ont pas été élevés par leur père, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup peiné, parce que je me suis dit, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Vous avez eu 3 enfants de 3 pères différents. Tout à fait. L'histoire se répète. À la différence que moi, j'étais orpheline de père. On m'avait assassiné mon père. Mais les miens, leurs pères sont vivants. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Et n'ont pas voulu s'en occuper. Ils n'ont pas voulu s'en occuper. Donc, je me devais. Ils vont vous regarder, ils sont là. Ils me regardent, ils savent, je ne cache pas. Leur dire, hein. Non, je ne cache pas, ils savent tous. Donc, je me devais de tout faire pour être le père et la mère, de manière inconsciente, de mes enfants, parce qu'il fallait qu'ils s'en sortent, parce qu'il fallait qu'ils réussissent. J'ai ce souvenir d'accepter quelqu'un juste parce que je l'ai vu penser à son enfant. Je me suis dit, tiens, s'il pense à son enfant, et s'il est avec moi, c'est dit qu'il peut penser aussi au mien. Mais malheureusement, c'était aussi un escroc. Il n'avait pas de papier, il fallait que je l'aide d'avoir les papiers. Oui, mais c'est l'amour d'une mère qui est normal, on va dire. Oui. Mais vous êtes exceptionnel dans cet amour. Vous êtes prêt à tuer pour vos enfants. Tuer, non. 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 Parce que vous savez la valeur de la vie. Quand même. Tuer, non. Mais j'étais prête à tout pour mes enfants. Ça veut dire que vous avez à un certain moment relégué au dernier plan une relation amoureuse, quelconque relation amoureuse, le plus important était vos enfants. Tant que mes enfants n'étaient pas au premier plan,
ça ne tenait pas. Sans rentrer dans les détails de l'humain, vos enfants, ils sont bien aujourd'hui? Ils sont bien, par la grâce de Dieu, oui. Ils sont... Cyrillos, Gagarine et Florentin. Voilà mes 3 enfants, ils vont bien. Ils vont bien. Bon, donc oui, on vous salue. Vous avez bien planté, bien arrosé, ça a été dur. Oui, mais maintenant ils sont épanouis. Ça a poussé. Donc c'est ça votre livre, c'est un livre d'espoir. Quand vous adressez aux femmes, vous vous adressez pas mal aux femmes africaines, mais pas seulement. Pas seulement africaines. Non, mais toutes les femmes. Oui, mais oui. Vous êtes. Aux hommes aussi. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'il y a des hommes qui méritent aussi d'être aidés. Bien sûr. Mais ce que j'ai trouvé en vous, c'est que comme vous avez atteint le fond de la piscine, quand vous remontez, vous savez la valeur de reprendre la respiration. Et vous avez trouvé une force qui est exceptionnelle. Ce livre est à lire, ne serait-ce que pour trouver une force. Vous savez, il y a la force du destin, il y a beaucoup de... Quand vous parlez de la chute, il y a un livre d'Albert Camus sur la chute. C'est la chute de quelqu'un. Mais vous, votre chute vous permet de rebondir. Oui, Dieu a permis que je rebondisse. Oui. Je vais reprendre la main. Les profondes blessures d'une chute, il faut dire, on mange à nos téléspectateurs sur GMTV+, il y a 6 années, j'étais allé vous rencontrer pour une interview, que vous retrouverez sur GMTV+, d'ailleurs. C'est votre premier fils qui avait trouvé mes traces sur Internet, parce que je faisais des recherches sur le peuple bamileke. Oui. Et depuis cette interview, vous aviez déjà commencé à écrire ce livre, mais bon. J'avais commencé à écrire, mais j'ai écrit, j'ai laissé. Vous n'y mettiez pas de considération. Non. Même dans l'interview à l'époque, vous disiez, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, ben oui. Mais j'insistais, je prenais, vous ne compreniez pas. Non. Par la suite, vous avez compris l'importance. Et vous êtes vraiment mis, vous avez écrit ce livre. J'ai vraiment écrit le livre, mais il faut dire quand même que le déclic, j'avais commencé à écrire même quand j'étais SDF. Ouais. J'avais commencé à écrire, mais là, parce que quand j'ai vu l'impact de 2007, quand j'ai fait les 50 ans de l'assassinat de mon père, c'est passé à la télévision. Quand j'ai vu l'impact sur les gens, je me suis dit, tiens, donc... C'est une histoire qui intéresse. C'est une histoire qui intéresse les gens. Je suis un des témoins. Si je ne dis rien, personne ne va dire. Tout à fait. Donc voilà comment j'ai repris mes écrits. Et quand on s'est vu, j'avais même déjà presque fini. Mais je posais là, Alors c'est peut-être passé inaperçu, vous l'avez dit rapidement. Vous étiez SDF. J'étais SDF. Sans domicile fixe. Sans domicile. Avec 3 enfants. Et elle pense à écrire un livre. J'écrivais même pendant ce temps. C'est mieux que Mandela, même si on ne peut pas comparer à Mandela. Mais... Mandela était bien au chaud. J'écrivais étant SDF. Parce que tous mes 3 enfants étaient mineurs. Le dernier n'avait pas 2 enfants. Donc en France, on laissait des enfants mineurs dans la rue. Et dites-vous, je ne savais même pas que j'étais SDF. Hein. Je ne savais pas, non. C'est quand j'arrive chez moi, un jour, je cherchais mes documents, je tombe sur la lettre en mon nom. Je vois dessus SDF. Je dis, oh, donc j'étais SDF. Je ne savais pas. Oui, mais sans adresse, on n'a droit à rien. C'est ça votre tragédie. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ça je ne pouvais pas être aidé parce que j'étais sans adresse. Non, mais quand on fait du social et qu'on rêve de social, et en France, on fait beaucoup de social quand même. C'est pas un pays. On peut critiquer la France sur beaucoup de choses. Sur ce plan-là, non. Mais on voit que le social, malgré tout, ne touche pas les gens qui en auraient le plus besoin. Parce qu'ils n'ont pas d'adresse. Vous n'avez pas d'adresse, on ne peut pas vous aider, vous restez dans la rue. Et ça. Vous avez rencontré des gens, vous racontez dans les banques, des gens qui vont au-delà de leur mission. Ils peuvent perdre leur emploi ou se faire taper sur les doigts. Parce que je rencontre une dame à la BNP. Je partais pour lui remettre ma carte bleue chéquier. Oui, il fallait rendre les chéquiers. Parce que j'étais à découvert. Mais seulement, c'était le seul moyen que j'avais pour pouvoir payer la crèche et la cantine de mes enfants. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc le jour où je vais la voir pour lui expliquer ça, je dis ce n'est qu'avec ça que je peux payer. Elle me regarde, elle dit bon, Madame Eka, je comprends votre situation. Je suis seule aussi avec mon enfant. Je vous laisse, mais ne dépassez plus le découvert. Voilà, ça c'est une expérience. Moi j'étais de l'autre côté de la barrière, de l'administration. Il y a des gens qui viennent, ils sont tellement dans la souffrance, ils deviennent agressifs. Mais vous avez su être humaine et toucher l'humain de la personne Et ça, c'est une force dans votre livre, de montrer que l'humain, dans sa faiblesse, va mieux convaincre que d'agresser ou de cracher sur les Blancs ou l'administration. Non, ça sert à rien.
Oui, mais ça arrive, j'ai des milliers de cas. Surtout dans le pays qui vous a arraché votre père. Et puis Je ne croyais pas ça comme ça, non. Jamais vous pensez à la France d'aujourd'hui n'est pas responsable. Je vais aborder cette dernière partie-là. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, et soyez franche avec moi. Plus de 60 ans après. Plus de 60 ans après, est-ce que vous en voulez à la France ou à ses autorités? Je n'en veux pas à la France. Comment ça? La France d'hier. Oui. Pas la France d'aujourd'hui. La France, en un mot. La France d'hier, oui. Vous en voulez à la France d'hier? La France d'hier, j'en veux à la France d'hier, tout simplement parce que ils m'ont arraché mon père et mes enfants ne connaîtront jamais comment était leur grand-père. Si je comprends bien, vous ne pourriez jamais aller vous incliner sur la tombe de De Gaulle, par exemple. Non, ou encore moi. Et de Mesmer, si j'ai bien compris. Mesmer, c'est même pas la peine. Non, mais que ce soit De Gaulle ou Mesmer, tout ça, c'est pareil. On est d'accord, ils agissaient au nom de la France. La France est comptable de ça, a bénéficié de ces colonisations. La richesse de la France vient du travail des gens, mais aussi de l'exploitation de l'Afrique. Tout à fait. Nier ça est un non-sens. C'est un non-sens. Ça ne veut pas dire que moi je me martyrise, je me flagelle. Ça veut dire que connaissant une histoire qui n'est pas acceptable, quand Macron dit crime contre l'humanité, après il se reprend, mais ça fait partie de ce qu'on attend en Afrique, que la France dise oui, la colonisation était une tragédie. D'autant qu'elle était basée sur un mensonge, parce que encore, quand on fait une colonisation, il y en avait beaucoup, mais après qu'on utilise les tirailleurs pour venir faire les guerres de la démocratie au nom de la France, de valeurs, et qu'après on revient sur ces engagements. Moi, je veux bien le mémoriel et la repentance, mais au moins la vérité, ça suffit. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en vouloir à la France, ou avoir une haine vis-à-vis d'un blanc ou quelconque, c'est celle que je n'ai pas compris. Donc la mort de mon père ne m'a pas servi de quelque chose. Ah bah oui. Mon père est mort pour l'humain. Mon père, il était de Bafoussam, mais il n'est pas mort pour le Bafoussam dont il était du village, encore moins pour les Bamileke dont il était originaire, mais pour la dignité de l'homme. De l'homme. Pour la dignité de l'homme. Oui. Je crois qu'il aurait été mortifié, c'est un mot terrible, d'emmener dans la mort quelqu'un qui était... ce gendarme, c'était un petit pion. Mais c'était la seule manière. Il ne pouvait pas sauter avec le général. Oui. Mais je crois que votre père, je peux dire, on ne fait pas... irait sur la tombe de cet homme. Sauf si c'était un... Non, mais sauf si c'était un salaud. Il ferait du Boris Vian ou quoi? Il irait cacher sur sa tombe. Non, votre histoire est exceptionnelle. Donc, c'est pour ça que je dis, ça ne sert à rien aujourd'hui d'en vouloir à la France. D'en vouloir à la France ou d'en vouloir à qui que ce soit. Non. Et c'est à nous à transmettre ça à la jeunesse d'aujourd'hui, qu'on comprenne qu'avec la violence, on n'a pas tout le dialogue, donc il faut dialoguer. Sans le dialogue, on ne peut pas avancer. Mais que ce soit votre jeunesse, de vos enfants, des Bamileke, mais aussi des Blancs et des Noirs, des Bleus, des Rouges. Madame Eka, je vais peut-être vous donner cette information que vous n'avez sans doute pas. Sachez que votre père collaborait avec l'Algérie à l'époque. J'ai rencontré un lieutenant de Ruben Oumiobe que j'avais interviewé le mardi 2 décembre 2015 à Douala. Et il me l'a confié dans une interview qui est gardée top secret quelque part. Votre père, comme ces lieutenants de Oumiobe, était en relation avec l'armée de libération d'Algérie. Donc, il ne se battait pas que pour les Camerounais, il se battait pour les Algériens, il se battait pour lui-même, comme vous venez de... Oui, ça a été la tricontinentale, Ben Barka, Castro... Non, il se battait pour lui-même, il voulait la dignité de l'homme. Mais c'est ce que les colons enseignaient, les valeurs qui n'étaient... Déjà, Bamileke, il n'y a pas besoin d'attendre que le colon pour amener des valeurs, mais quand la France vous fait apprendre l'histoire de France et les valeurs françaises... Et quand on parle de Bamileke, ça c'est institué par les colons. La division, ce n'est que c'est cette arme que le colon a utilisée pour diviser l'Afrique. Et comme par hasard, j'ai chanté en 2012,
Et dans une chanson, je disais, les colons étaient plus malins en nous injectant que le venin de la division. Et l'heure n'est pas au bilan, c'est le titre de la Clausewitz. Et comme par hasard, après cette chanson, je tombe sur un document de l'ONU où mon père, le 1er juillet 1956, tenait le discours pour sortir les mêmes mots que j'ai eu à sortir sans savoir. Parce que papa disait que les Blancs sont là pour diviser l'Afrique et piller. Et que pour ce qui est du Cameroun, c'est pour le conduire à l'indépendance et non autre chose. On ne va pas tout livrer car il faut laisser au lecteur le plaisir d'acheter ce bouquin et de le lire. Je vais saluer ici la Christian Kuaté qui m'a contacté de Belgique. Je l'avais encore au téléphone ce matin. Il souhaite s'en procurer un. Voilà, après avoir vu tout ce que nous faisons. Où est-ce qu'on peut le trouver Où est-ce qu'on peut le trouver aujourd'hui? L'éditeur n'a pas encore... de site internet. L'éditeur n'a pas encore le site internet, il n'a pas partagé en France. Mais bon, pour rendre service, on contacte JMTV+. Vous allez sur www.jmtvplus.com. On en discute et je me chargerai de vous faire parvenir un exemplaire. Oui. Voilà, c'est ma façon à moi de dire merci à votre papa pour ce qu'il a donné au Cameroun, au monde entier. Voilà. Oui. On va clore cette interview comme, ici, mais avant, étant donné que le journaliste ne sait jamais tout, même si certains pensent être de grands érudits, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et j'ai pas tilté dessus? Non, pas particulièrement. Mais... Votre père est un héros, mais il n'était pas le seul. Vous parlez de lui, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Ah, pas comme lui. Au point de donner sa vie pour sauver celle des autres? Non. Pas comme lui. Ouais. Non, pas comme lui. Chacun aurait préféré sauver sa vie. Mais lui, il a préféré sauver celle des autres. Il est parti. Et en prison, il pense encore à ses enfants. En prison, il pensait encore à ses enfants. Donc il est conscient. C'est magnifique. Il était conscient. Donc si la jeunesse pouvait comprendre ça, qu'il ait cette réveil de conscience, qu'on comprenne que c'est avec la douceur et fermeté qu'on peut obtenir ce qu'on veut aujourd'hui, qu'on peut prendre cette indépendance qui nous est chère, indépendance financière déjà, et indépendance tout court. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, ici s'achève cette émission. J'espère que vous l'avez aimé. Dites-le autour de vous, partagez et surtout procurez-vous le livre de Madame Louise Aimée Kafoussi, Les profondes blessures d'une chute. Vous pouvez donc vous en procurer en allant sur mon site et en m'envoyant un email et je me chargerai de vous faire parvenir un exemplaire après discussion. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau. D'ici là, gardez quand même la banane, malgré tout. Et merci pour tout le soutien. À très bientôt. Toutes les formes. Merci beaucoup. On s'est régalé. Bye bye.